Bonjour à tous. Aujourd'hui, je poursuis mon cycle des fées dans les contes et légendes des régions de France. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois fées, dont une fée qui s'appelle Mélusine et de son mariage avec un humain Raymondin. Alors cette légende que je vais vous lire aujourd'hui fait partie d'un livre de contes et récits des grottes et des cavernes, car Mélusine vit dans une grotte près de Grenoble, dans une petite ville qui s'appelle Sassenage, et la grotte où elle vit, ce sont les cuves de Sassenage qui sont visitables donc chaque année, en général entre le mois de mai et le mois d'octobre, mais surtout l'été, les après-midi. Et c'est une très très belle grotte avec des galeries où il faut un petit peu se courber. Ce sont des petits chemins très très étroits à l'intérieur de la grotte. C'est magnifique. Et on doit monter le long d'un torrent. Alors rive gauche et rive droite, le torrent du Furon. Et vous allez y trouver une immense cascade. C'est fabuleux. C'est un site vraiment remarquable et extraordinaire. Je vous invite vraiment à y aller si vous venez sur Grenoble. Donc en fait, je vais vous raconter aujourd'hui et vous lire cette légende de Mélusine dans ce livre écrit par Victor Bello dans donc la collection des contes et récits et légendes des éditions Fernand Nathan. Une très belle collection qui est très ancienne puisqu'elle date de à peu près il y a 50 ans. Mélusine. C'était une bien malheureuse aventure que vivait ce jour le chevalier Raymondin. Parti pour la chasse de grand matin avec son oncle, très grand et très puissant seigneur, en compagnie de quelques nobliaux, ils avaient poursuivi un magnifique sanglier. Plus habiles cavaliers que les autres, les deux parents s'étaient retrouvés seuls face au cochon sauvage. Après lui avoir décoché une flèche, l'oncle mit pied à terre pour achever l'animal à coups d'épée. Malheureusement, rendu furieux par sa blessure, celui-ci chargea, et, dans la mêlée, le chevalier, en voulant porter secours, enfonça sa lance dans le corps de son oncle dont il était l'héritier. Sa situation était désespérée. Les envieux et les jaloux ne manqueraient pas de l'accuser d'avoir favorisé sa fortune. Tout à ses noires pensées, il errait par l'immense forêt, dans laquelle il n'arrivait même plus à s'orienter. Il était perdu. La tristesse de son cœur n'avait d'égal que la soif de son corps. Remplissant la sombre verdure de fantômes blafards, la lune s'était levée depuis longtemps dans le ciel, lorsque les pas de son cheval, dont il avait laissé tomber les rênes, le conduisirent au bord d'un petit miroir d'eau, dans lequel se mirait une forme féminine. Mais était-ce une femme ? Raymondin crut rêver. De longs cheveux d'or et de soie encadraient un visage de madone. La peau transparente des mains, qui maniaient un peigne d'or, brillait sous l'astre de la nuit. Sa voix de cristal égrenait une mélopée lancinante, et ses longs habits étaient cousus de fils d'argent. Le chevalier oublia sa douleur et sa soif, et mettant pied à terre vint s'asseoir aux côtés de la merveilleuse apparition. Cela se passait il y a fort longtemps, du côté de Sassenage dans l'Isère. Là se trouve ce qu'il est convenu d'appeler l'une des merveilles du Dauphiné, les cuves de Sassenage. Entourées de cascatelles pouvant se muer en torrents furieux, les grottes à l'ombre desquelles elles s'abritent s'ouvrent dans le mont de Barque-Pugnet, à côté des ruines d'un château. La caverne supérieure rejoint sa voisine par la galerie des enfers, le long de laquelle une onde bouillonne et se pulvérise en millions de gouttes sur les pierres. Ce lieu était la retraite de 4 fées, la mère et ses 3 filles, et pour savoir qui elles étaient, il nous faut remonter bien en arrière dans le temps, bien avant l'histoire de Raymondin, car les fées ne comptent pas comme nous en heures ou en années. La plus âgée était la fée Précine, et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle avait dans sa jeunesse épousé un roi d'Écosse, après l'avoir rencontré exactement
dans les mêmes circonstances que Raymondin, son apparition. La mort de l'oncle mise à part. Pendant que le roi était parti en guerre contre l'un de ses nombreux ennemis, la reine Pressine avait donné le jour, par magie, à 3 petites jumelles. Lorsqu'il revint victorieux au château, le roi entra dans une violente fureur à la vue de ces 3 filles qui ne lui ressemblaient en aucun trait. Fureur d'autant plus grande qu'il désirait avant tout un héritier pour son royaume. Alors en fait, il aurait voulu un garçon. Les 3 filles, en fait, ça ne le contentait pas. Blessé dans son amour-propre de fée comme dans son instinct maternel, Pressine prit ses enfants dans ses bras et disparut dans un nuage, non sans avoir promis à son coléreux époux de revenir pour se venger cruellement. C'est dans les grottes de Sassenage que les 3 petites fées grandirent. Souvent, elles se baignaient dans l'eau transparente des cuves, et du village on pouvait entendre les rires cristallins qui accompagnaient leurs ébats aquatiques. Souvent, elles se promenaient la nuit par monts et par vaux, en semant derrière elles des pierres précieuses qu'elles conservaient dans leur petit tablier replié. Mais leur vie n'était pas toujours rose. Le désir de vengeance de leur mère était si grand qu'elle le faisait partager à ses enfants. Assise le soir sur la terrasse de la grotte dominant la vallée, elle n'arrêtait pas de pleurnicher et de gémir à tel point que la plus aimante et aussi la plus belle des jumelles conçut un jour avec la complicité de ses sœurs le projet de venger l'honneur maternel. Faisant appel au pouvoir surnaturel dont elles avaient hérité, elles prirent le chemin de l'Écosse, s'emparèrent du roi, qu'elles enfermèrent dans le flanc d'une montagne et détruisirent son château. De retour à la grotte familiale, elles jetèrent aux pieds de leur mère le trésor royal rutilant de pierreries et d'or, preuve du traitement sans pitié infligé à leur horrible beau-père. À sa vue, Pressine, dont le caractère était versatile, et qui mijotait sans doute des projets plus venimeux encore, se mit dans une grande colère et punit ses filles d'une façon exemplaire. L'une fut condamnée à vivre dans les grottes, l'autre dans un château, et quant à Mélusine qui était l'instigatrice du complot, sans égard pour son acte dicté par l'amour filial, sa mère lui dit « Tout en conservant tes pouvoirs, tu deviendras une femme comme les autres, sauf le samedi de chaque semaine, où le bas de ton corps jusqu'au nombril sera transformé en serpent. Garde-toi bien que quiconque te voie ce jour-là, car ce serait un grand malheur. Celui que tu épouseras fondera une puissante famille, et grâce à toi régnera sur de nombreux lieux. Chaque héritier de cette lignée connaîtra l'instant de sa mort, car 3 jours avant tu apparaîtras sur les tours du château, en poussant de grands cris. 20 ans, ainsi ta vie sera-t-elle désormais liée. » Et Mélusine s'en alla suivre son destin. Après avoir cheminé de longues années, elle trouva le chevalier Raymondin assis à ses genoux au clair de lune. Il était triste et beau, il lui racontait son malheur, et Mélusine pressentit dans son cœur de fée qu'il était l'élu de la prédiction de sa mère. Elle le consola et le persuada que la mort de son parent était accidentelle, et que le trou de lance était en fait un coup de défense de sanglier, ce dont elle pouvait témoigner. Ébloui autant par sa beauté que par son astuce, Raymondin fit monter Mélusine en croupe de son coursier qui, miraculeusement, en quelques centaines de pas, sortit de la forêt inextricable, juste en vue du château qui était devenu en quelques paroles la propriété du chevalier. On inhuma l'oncle accidenté et l'on célébra à quelque temps de là l'union de Raymondin et d'une fée vêtue de blanc. Il est vrai qu'en cette époque, le blanc était aussi couleur de deuil. Le chevalier ne tarda pas à s'apercevoir que son mariage était réussi, car, au maintien d'une princesse, sa femme alliait la prudence et la finesse d'un diplomate. Ainsi, lors du partage des biens de l'oncle, il ne réclama modestement, sur la suggestion de Mélusine, qu'une terre de la grandeur d'une peau de cerf. Cela, à la grande satisfaction des autres seigneurs, qui déchantèrent lorsque, s'emparant de la petite peau, Mélusine la découpa en fines bandelettes
qu'elle assembla l'une à la suite de l'autre. La peau de cerf délimitait à présent un vaste domaine, et Raymondin devenait, grâce au subterfuge de son épouse, un véritable petit roi. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, exactement 10. La tradition rapporte que certains étaient anormalement constitués. Ainsi, l'un naquit avec 3 yeux, tandis qu'un autre n'en possédait qu'un, comme un cyclope. Guy, l'aîné, avait les yeux de teintes différentes et des oreilles d'un gabarit impressionnant. Quant à Geoffroy, le 6e, il avait des canines de loup et était affecté d'une jalousie maladive, et d'instinct tellement féroce qu'il mit le feu à l'abbaye de Maillezais, dans laquelle son frère Froidemont fut brûlé vif en même temps qu'une centaine de moines. Plus tard, il devint tristement célèbre sous le nom de Geoffroy Grandant, en massacrant une infinité d'infidèles durant les croisades. Mélusine avait fait promettre sous serment à Raymondin, à présent comte, qu'il ne chercherait jamais à percer le secret de ses absences. Cela ne lui plaisait qu'à moitié, mais il en retirait chaque fois un grand profit. À chaque voyage, qui ne durait jamais plus d'un jour ou plutôt d'une nuit, son domaine s'agrandissait d'un château ou d'un couvent ou d'une place forte bâtie en le même laps de temps record. Cela tenait évidemment du prodige, et les courtisans envieux ne manquaient pas d'en faire des gorges chaudes. Ils glissaient presque ouvertement au cours de leur conversation des allusions déplaisantes sur certains marchés diaboliques qu'aurait passé le comte. Peu à peu, ces propos firent leur chemin dans son esprit, et il finit par surveiller plus étroitement sa femme. Par-dessus tout, les absences régulières de chaque samedi l'intriguaient au plus haut degré. Ce jour-là, sous prétexte de prendre un bain, Mélusine se retirait au fond d'un souterrain du château dès le petit matin et n'en sortait qu'après minuit sonné. Malgré sa promesse et la condition élevée qu'il devait à son épouse, Raymondin descendit donc un samedi dans les dédales souterrains du château, mais il eut beau pousser la lourde porte de la cave où Mélusine avait la coutume de s'enfermer, eh bien la porte ne s'ouvrait pas. Collant une oreille indiscrète contre le bois rugueux, il entendit un grand bruit d'eau. C'était donc vrai qu'elle prenait un bain. Il était presque rassuré, mais la curiosité l'emportant, il voulut voir. Sortant la dague qu'il portait au côté, il perça avec difficulté un trou dans les planches et parvint à glisser un regard à l'intérieur. La vision qu'il eut alors le paralysa d'épouvante. Dans une grande piscine de marbre s'ébattait une Mélusine dont le corps se terminait en une longue queue écailleuse, remuant l'eau autour d'elle avec une violence inouïe. C'en était trop. Il remonta au château, le cœur empli de noirs desseins. Évidemment, la fée avait instinctivement deviné la présence de son humain de mari. Tout était perdu à présent, et la fatale prédiction de sa mère devait s'accomplir dans son intégrité, malgré l'amour qu'elle portait à Raymondin et à sa famille. Rejoignant le comte, elle lui reprocha sa félonie en termes amers, lui rappela que grâce à elle, il avait fondé la puissante maison des Lusignan, mais que celle-ci irait désormais vers un fatal destin. Vouvant, Mervan, Lusignan iront chaque an dévalant. Châtelaillon, ville de grand renom, s'en ira chaque année d'un sillon. Pouzauges, Tiffauges, Châteaumur et Vouvant iront par, je le jure, d'une pierre en périssant. Après ces terribles et prophétiques paroles destinées au domaine qu'elle-même avait bâti magiquement, les bras de Mélusine se transformèrent lentement en ailes veloutées et noires comme celles d'une chauve-souris, puis elle s'envola par la plus haute fenêtre de la plus grande tour du château. Voilà, donc c'est la fin de cette légende de Mélusine, et c'est une histoire qui pourrait aider beaucoup de couples, des hommes et des femmes, ou des femmes qui vivent avec des femmes, ou des hommes avec des hommes, bien sûr. C'est une légende qui dit en fait qu'il faut respecter celui ou celle qu'on aime et lui laisser son jardin secret. Voilà, c'est aussi une leçon qui dit que la jalousie, c'est très vilain, et que dans l'amour et dans le couple, eh bien, malheureusement, ça peut faire beaucoup de mal.
nous fait croire que Mélusine revint vivre dans les grottes de Sassenage qui étaient en quelque sorte sa caverne natale. Il se passe d'ailleurs des choses qui ne peuvent être que le résultat de sa présence. D'abord les cuves que les paysans viennent vérifier chaque année le jour de l'épiphanie. Le niveau d'eau de l'une indique si la récolte de blé sera bonne, tandis que l'autre donne des indications sur les vendanges. Ensuite, les petites pierres semées par Mélusine qui ont fait appeler l'endroit le préciosier de Sassenage. Elles ont la propriété de guérir les maux d'yeux, de les éclaircir et d'en enlever tout corps étranger. Dans le village, on vous parlera également des battements d'ailes et des rires que l'on entend encore dans les grottes. Que dire de l'eau des cuves qui guérissent les plus opiniâtres maladies de peau? Alors avant de vous quitter, je voulais vous lire un petit passage que j'aime beaucoup de ce livre, où l'auteur en fait nous parle de l'écrivain George Sand, qui un jour s'est posé la question: pourquoi rencontre-t-on de moins en moins de fées? Et en fait, l'écrivain, qui était une femme, George Sand, nous répond ainsi: elle rencontra un jour une fée qui courait droit devant elle. Lui demandant la raison de cette précipitation, la fée lui répondit: je fuis ce pays de fous et d'ignorants égoïstes. Depuis toujours, je m'étais consacré au service des hommes. Je désirais leur offrir la jeunesse et l'amour, la beauté aux filles et le courage aux garçons, la santé aux malades et la sagesse aux hommes d'âge mûr. Tous me réclament des trésors et de l'or. Bientôt, les fleurs me demanderont des diamants, alors qu'elles ont une parure de rosée chaque matin, et les papillons des pierres précieuses pour orner les ailes inimitables dont la nature les a dotées. Voilà pourquoi je fuis sans me retourner, et avec l'espoir de ne revenir jamais. Alors en fait, je vous pose la question à vous. Que répondrait de nos jours la fée si elle pouvait encore si on pouvait encore l'interroger, comme George Sand a interrogé cette fée? Alors d'après vous, pourquoi aujourd'hui les fées disparaîtraient de notre monde? Qu'est-ce qui les ferait fuir d'après vous? Ou qu'est-ce qui pourrait les faire revenir? Au revoir, à bientôt!